Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à Tout au clair sur la télévision du monde. Nous sommes le mardi 8 septembre 2020 pour cette autre livraison. Nous allons nous consacrer encore au débat. Un débat autour des élections régionales. Ces élections ont été convoquées pour le 6 décembre 2020. Prochain par un décret du chef de l'État Paul Biya qui avait déjà il y a quelques semaines de cela procédé à la répartition des sièges pour les conseils régionaux sur l'ensemble du triangle national. De bonnes nouvelles donc pour les acteurs politiques qui sont désormais à pied d'œuvre pour participer à ces élections régionales, mais aussi pour le commandement traditionnel, puisque ces gardiens de la tradition sont très nombreux qui devront intégrer cette chambre qui va ainsi parachever le processus de décentralisation au Cameroun. Et ce soir, nous revenons pour parler de cette actualité, quels sont les enjeux et les perspectives de ce scrutin du 6 décembre prochain. Avec nos invités, nous ferons le tour de la question, bien évidemment, et nous vous permettrons de pouvoir vivre pleinement plein ou pas mal d'informations autour de ces élections régionales pour davantage vous faire une idée précise de ce que représente le conseil régional dans son ensemble. Qu'est-ce que ce conseil va véritablement apporter dans l'ensemble des institutions déjà mises en route dans le cadre de la décentralisation, des questions alors des faits et bien d'autres éléments qui vous permettront de mieux cerner la problématique qui est sur la table du débat. Ce soir, nous discuterons également avec nos invités dans le cadre de ce programme ce soir. Ils seront 4 à nous accompagner. Vous le savez, l'émission se veut être interactive. Nous vous invitons donc à nous accompagner à travers le 699 57 30 26, 699 57 30 26. Mais au-delà de cela, vous pourrez nous écrire via la page Facebook de la télévision du monde, LTM TV officielle, et vous vivrez en live et en streaming ce direct depuis les studios de la télévision du monde, 6 au quartier Bali. C'est à Douala, au Cameroun. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans quelques instants, la présentation des hommes qui nous accompagneront dans le cadre de ce débat. Merci d'être du rendez-vous ce soir dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde. Ils seront 4, je l'ai dit, à nous accompagner ce soir dans le cadre de ce débat. Et parmi nos invités, nous allons bien évidemment faire la part belle à Fabien qui nous vient d'une formation politique et non des moindres, le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Fabien, bonsoir, bienvenue. C'est la première sur la télévision du monde dans le cadre de ce programme. Ouais. Bonsoir Monsieur Moutomé. Effectivement, c'est la première à LTM TV. Ravi de faire partie de vos panélistes ce soir. Je passe un bonsoir particulier à tous les citoyens réconciliateurs à travers le monde et un bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci. Merci à vous d'être là ce soir. Fabien Bito Gol à Bignon, oui, et qui est donc le représentant du PCRN ce soir. Un autre qui va représenter une formation politique dans le cadre de ce débat interactif. Il nous vient du PURSA, le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Serge Gauthier Onanina est le responsable de la communication de cette formation politique de l'opposition. Serge, bonsoir. Bonsoir Frédéric, merci pour l'amitié que vous me faites de m'inviter une fois de plus à ce café politique, à cette messe du partage, avec non seulement nos téléspectateurs, mais les populations, le peuple camerounais. Je voudrais en profiter pour lui adresser mes hommages les plus respectés. Merci à vous, Serge Gauthier Onanina, d'être avec nous dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde. C'est le débat du soir, le talk show. 2 autres acteurs politiques nous accompagneront, parmi eux le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elisan, c'est son nom. Il est conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala. 2e, par ailleurs, grand conseiller à la mairie de la ville de la Ville. Bonsoir, Charles. Ça ne va pas. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une scierie à l'entrée du quartier Ngoudjé Bakoko, notamment au bloc Yambakwa, qui ne cesse de nous créer des frayeurs.
Et je me permets de votre tribune parce que vous êtes une télévision très très suivie et qui fait dans la pédagogie d'interpeller sur les autorités. Et surtout les populations qui apprennent à 7 ans de pluie, qu'on a fait le pire aujourd'hui. 2 billes de boissons détachées d'un camion et ont failli écraser Sa Majesté Jean-Gaston Leopoldine-Yancy qui passait par là, qui a failli être écrasé par une bille de bois. Il est donc temps que les autorités et de la ville et de la troisième s'asseyent sur ce problème pour qu'on délocalise le moment venu. Il est temps de déguerpir toutes ces scieries qui sont à proximité des domiciles. Ça ne va pas, c'était un coup de gueule, il le fallait. Merci à vous, Charles Elisant. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal. La mairie de la ville va siéger certainement dans les prochains jours dans le cadre d'une session ordinaire de son conseil. Vous pourrez également profiter de cet espace pour davantage poser le problème. Rassurez-vous, nous ferons notre part dans le cadre de la pédagogie et de l'interpellation des autorités pour ce qui est de cette situation qui se vit à Ngodi Bakoko, à l'entrée de cette localité qui se situe dans l'arrondissement de Douala, 3e. Autre invité, c'est bien évidemment notre consultant Abel Limbewer. Bonsoir Abel, merci encore d'être là ce soir. Merci de m'associer à la réflexion de ce soir et je vous exhorte à persévérer dans la mise en perspective de ce questionnement, les élections régionales, et je vois que contrairement à ce que certains auraient voulu, ça suscite un grand intérêt dans le microcosme des acteurs politiques et je pense que oui, vous devez concentrer l'effort pour que nous creusions cette question-là sous toutes ses dimensions afin que ces élections se déroulent bien. Merci beaucoup Abel Limbewer pour cette réaction. Permettez que nous puissions débuter cette émission en prenant la réaction notamment de Charles Elisant, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Charles, les collèges électoraux sont définitivement convoqués. Pas mal de rumeurs ont couru autour de cette convocation. Aujourd'hui, le chef d'État, Paul Biya, vient rassurer, siffler la fin de la récréation pour ce qui est des rumeurs et rassurer la classe politique qui, elle, était déjà à pied d'œuvre en attendant la convocation du corps électoral. Ça dépend de ceux qui suivaient les rumeurs. Vous savez, on est dans un pays où désormais les gens pensent que ce sont leurs hallucinations, que ce sont leurs manières de voir les choses qui font le tempo ou le là de la vie politique d'un pays. Et ceux qui connaissent le président Paul Biya dans ses prises de parole lors de son discours d'investiture le 6 novembre 2018, il avait clairement annoncé, d'ailleurs à partir de son programme social qui était la mise en place effective d'un État unitaire décentralisé, il avait annoncé. Il avait dit qu'il faut parachever, et je le cite mot pour mot, il avait dit il va falloir parachever dans les années qui suivent. Et c'est au cours de ces septennats l'édifice de la décentralisation en mettant en place la dernière chambre qui reste, qui est celle des conseils régionaux. Et cela passe par un dialogue qui va permettre à ce que les 2 autres régions dites anglophones rejoignent les 8 autres et le renouvellement des élus au niveau de la chambre basse du Parlement et au niveau des collectivités décentralisées. Donc, il n'y a que ceux qui suivent les rumeurs, qui suivent les rumeurs. Nous voyons que nous sommes restés sceptiques. On a continué à travailler. On s'est battu pour avoir le maximum de conseils municipaux et on a passé notre dernier conseil de discipline. Et là, nous attendons sereinement la circulaire du parti pour permettre à nos différents candidats de profiler à la liste qu'il faut pour qu'on prenne toutes les régions du pays. Alors, Fabien, vous êtes là pour la toute première fois. Paul Biya a respecté une parole donnée vis-à-vis du peuple camerounais, mais également vis-à-vis des institutions. Ce que je pourrais dire, c'est que avec cette convocation du corps électoral régional, il a sonné le glas à tout le bavardage qui se faisait sur les rumeurs et des menaces et autres. Maintenant, est-ce qu'il a respecté une parole? Moi, je dirais, je ne suis pas si sûr. Sinon, c'est seulement 16 ans après. Parce que la parole, je pense, avait été donnée depuis 2004 et autres que la décentralisation est en cours. Donc, si on respecte sa parole au bout de 16 ans, je ne sais pas. Moi, je me dis, il avait la fin de son règne et que
pour toute personne qui va vers la fin, il se bat à mettre sur pied tous les éléments qui auraient dû être installés. Il y a belle lurette, quoi. Mais qu'à cela ne tienne, le décret là, le jeu est lancé et bien évidemment le PCRN entend participer à cette compétition. Le PCRN entend participer à cette compétition, le PUR certainement entend également participer à cette compétition, mais c'est la suite logique du calendrier électoral qui est en train d'être mené ainsi ou acté par le chef de l'État, Paul Biya. Je ne sais pas si c'est la suite logique, mais moi je voudrais vous dire, M. Moutomé, que j'ai une inquiétude et je commence tout de suite par là. C'est celle de dire que pour qu'il y ait élection régionale, il faut que les conseillers municipaux élisent ce conseil. Et pour que ce conseil soit élu, il faut que le contentieux électoral en lui-même ait été vidé et liquidé. Or, la Chambre administrative en la matière ne s'est pas encore clairement prononcée. Du coup, il y a une interrogation majeure, c'est celle de savoir si ce sera avec les nouveaux conseillers municipaux élus qui pourraient faire l'objet d'une contestation si la Chambre administrative se prononçait par la suite, ou c'est avec ceux que la Chambre administrative aura déclaré comme vainqueurs. Donc il y a déjà cela. On se réjouit que le président de la République ait finalement convoqué le corps électoral. Mais vous savez que le personnel électoral de ces régions, ce sont les conseillers municipaux, en grande partie, mais de l'autre côté aussi, les chefs traditionnels, certains chefs traditionnels. C'est important de le relever. C'est également important, mon copanéliste de tout à l'heure a dit que ça fait 16 ans. Il est important que dans notre pays aujourd'hui, la météo, la régulation de la marche des institutions ne soit plus adossée au bon vouloir d'un individu, mais plutôt dans une sorte de modus vivendi que les textes ont prévu, sont censés prévoir. Pour répondre à votre question en relation avec notre participation, oui, nous y participerons. Pour une raison simple, parce que d'abord, pour une question de cohérence. D'abord, une cohérence avec nous. Nous ne pouvons pas avoir participé au municipal et venir dire que les régionales sont sans objet. Parce qu'à la vérité, les institutions ne fonctionnent qu'avec ces différents pôles de pouvoir. Vous savez, en politique, est-ce qu'on a le pouvoir quelque part? Et si on n'y est pas, on ne peut pas influencer. Les uns et les autres peut-être me diront que avec vos quelques conseillers municipaux, avec la majorité obèse du RDPC, en quoi est-ce que vous allez impacter la gestion du pays? Je leur répondrai, mais lorsqu'ils y étaient, comment ont-ils impacté ou pas? Je voudrais terminer par dire également qu'il y a une inquiétude, et c'est la dernière, c'est celle de nos eaux. Il va falloir qu'on nous dise si ces régionales vont également se dérouler dans le NOZO dont on sait qu'il est en crise. Il était important que ces régionales soient organisées parce que ça va consacrer l'autonomie réelle du fonctionnement des régions. Puisqu'on parle de la décentralisation, cette décentralisation, avec ses collectivités territoriales, la région fait partie. Donc il était important que cela soit le cas. Alors, et si vous permettez que je chute par là, il faut dire à ceux qui pensent que les élections régionales sont sans objet, que la région n'est pas la propriété d'un individu. C'est une institution qui survit au temps et aux individus. Ce n'est pas que le RDPC, le PCRN ou les individus qui seront élus aujourd'hui passeront et les régions resteront. La mairie dans laquelle les uns et les autres sont n'est pas la propriété d'un parti politique. Ils y exercent juste de façon temporaire. Alors, Abel, devrait-il encore avoir des inquiétudes au moment où le chef de l'État a procédé à la convocation du corps électoral ou des collèges électoraux? Mieux encore, doit-on parler d'un intérêt réel autour de ces élections régionales? Bien sûr, beaucoup d'acteurs politiques de bonne foi attendent ces élections depuis très longtemps. On a régulièrement critiqué le régime du président Biya de retarder. Les gens apparemment ne comprenaient pas pourquoi les régions n'arrivaient pas. Mais il faut dire quand même que quand on regarde comment se sont comportées les communes,
avec très peu de résultats satisfaisants. Quelqu'un comme moi, je comprends qu'on ait retardé l'avènement des régions, qui sont des collectivités beaucoup plus grandes, avec des responsabilités plus importantes encore. Et il fallait éventuellement arriver quand même avec la pratique qui est relativement rodée au niveau des communes. Les communes jusqu'à aujourd'hui ne donnent véritablement pas de résultats. Mais les gens ont demandé cela, qu'on aille aux régions, quoi qu'on fasse. Et oui, effectivement, ça posait un problème, puisque vous savez que pour élire les sénateurs, normalement, le collège électoral est constitué de tous les élus locaux, que sont les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Donc, il y avait une préoccupation à faire en sorte que toutes ces petites choses, passez-moi l'expression, que la loi autorise, bien sûr, parce que la loi a autorisé le principe de la mise en place progressive des institutions. Mais quand même, le président est en train de prendre de l'âge, le soleil peut se coucher à tout moment, et il ne serait pas bon qu'il ne termine pas les chantiers qu'il lui-même a appelés de tous ses voeux. C'est pour ça que, au grand dialogue, où j'ai eu comment on peut appeler ça, le privilège d'être invité, là-bas aussi, les participants ont renouvelé avec insistance la demande que le processus de mise en place des organes de la décentralisation soit achevé. Oui. D'ailleurs, il y a eu certains acteurs qui liaient l'aggravation de la crise au nord-ouest et au sud-ouest au fait que le processus de décentralisation n'est pas achevé. Je ne crois pas que ce soit une véritable raison, mais il y a eu ces voix qui se sont élevées. Donc je crois qu'une fois le grand dialogue clos et que le chef de l'État ait pris la mesure de toutes ces insatisfactions et qu'il ait décidé d'organiser les élections régionales le plus tôt, je suis même surpris. J'ai l'impression qu'il est allé plus tôt qu'on attendait. Parce qu'après on sort des élections municipales, moi j'étais dans la perspective de l'année prochaine. Et bon, il nous manquait un texte qui est prévu par la loi du 25 juillet 2019, qui prévoit en son article 6 que un décret présidentiel allait procéder à la répartition des sièges. Donc, ce décret était attendu. Ce décret, quand il est tombé, connaissant que le président n'est pas toujours pressé, bon, je croyais qu'on va encore prendre quelques mois. Donc, je le félicite de n'avoir pas pris ces mois. Et je pense qu'il a voulu aussi envoyer deux messages. Le premier, c'est de dire aux professionnels de la péroraison creuse qu'il est bien vivant et qu'il est le maître et qu'il fait faire les choses selon son temps. Et la deuxième? Le deuxième message, c'était de dire aux gens qu'il est autant préoccupé que les autres de la nécessité de mettre en œuvre le programme que lui-même s'est fixé. Alors, Sezonaïna, je reviens à vous. Vous l'avez évoqué, la question du nozo qui continue à faire, et qui est même d'ailleurs l'un des éléments mis en avant par certains partis politiques. Et cette question du nozo doit-elle revenir aujourd'hui au moment où on parle davantage de la mise en place de ces régions-là, de ces conseils régionaux, à travers l'élection qui aura lieu le 6 décembre prochain? Ben écoutez, M. Moutomé, notre premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, l'a clairement dit dans une de ses tribunes, c'est avec les populations du Nozo revendiquent une autonomie de gestion de leurs ressources. Et c'est parce qu'on aura donc décentralisé totalement et entièrement qu'elles pourront donc pouvoir exprimer clairement cette autonomie. C'est la raison d'être des régions.
pour l'instant, il y a un débat sur le fédéralisme et autres, mais pour l'instant, nous sommes dans la décentralisation et la région est également un modèle abouti de l'autonomie des collectivités, des régions dans notre paysage, dans notre configuration politique. Donc il est important que ces régions existent. Maintenant, vous allez me dire certainement qu'il y a cette crise. Oui, nous souhaitons que le gouvernement de la République du Cameroun et les autres partis, parce qu'on a toujours la tentation, la maladresse de faire uniquement le procès du gouvernement en ignorant que là-bas aussi il y a des acteurs qui doivent faire preuve non seulement de toute la volonté nécessaire pour que la crise s'achève, mais également qu'ils se dévoilent clairement et expriment clairement leurs préoccupations. Donc moi je pense qu'il est important que ces régions existent et vont donc permettre que, en même temps que le dialogue ou alors la paix pourra revenir, ces populations puissent donc de façon autonome expérimenter ce qu'elles ont toujours de façon perpétuelle revendiqué et réclamé. Alors, mettre en route ces élections régionales, n'est-il pas une façon de dire officiellement et concrètement que nous avons entendu les pleurs des populations du nord et du sud du Cameroun, nous vous apportons les régions et peut-être au finish la mise en œuvre effective de cette décentralisation? Monsieur Moutomé, quand nous au PCRN, on observe l'après-grand dialogue national et la manière avec laquelle le gouvernement s'est déployé pour réaliser les mesures qui ont été prises, on a en droit de se poser des questions sur l'impact qu'auront ces régionales au niveau du NOZO. Pourquoi? Parce que le grand dialogue national a été, une belle œuvre dans laquelle des résolutions qui ont été adoptées là-bas présageaient déjà d'un déclenchement ou alors de la fin annoncée de la guerre dans le NOZO. Sauf que depuis là, non seulement les mesures qui ont été prises n'ont pas été mises en place, sinon très faiblement, et elles ont été très floues, mais on remarque que, au contraire d'une baisse de la guerre, une augmentation des crimes et autres. Bien sûr, si on fait une analyse de ces crimes, on comprendra que ces crimes-là sont plutôt à 90% le fait des séparatistes. Mais toutefois, les mesures qui avaient été annoncées en grande pompe ne sont mises en place que très faiblement. Alors, ce que nous espérons au PCRN, c'est que, avec ces régionales, que l'État puisse avoir des learnings de ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis 30 ans, depuis 38 ans, et puisse accélérer. Parce que la fin de la guerre au NOZO est vraiment nécessaire pour tout notre pays. Et alors, nous, en participant à cette élection, c'est parce que également nous sommes patriotes, nous sommes républicains, mais tout en participant, nous rappelons au RDPC et au gouvernement en place de tout faire en sorte que les élections régionales soient, le point de transition, ou alors soit l'élément déclencheur de cette fin de guerre dans le NOZO. Vous avez entendu le cri de cœur du PCRN dans le cadre de cette émission. Ces élections peuvent-elles être le point déclencheur d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de vivre, de concevoir la gestion locale dans les régions du Nord et du Sud? C'est l'un des cris de cœur de certains acteurs politiques qui ont choisi de ne pas participer à ces élections régionales. Qui a choisi de ne pas participer? Le MSC a choisi de ne pas participer, c'est un choix. Ils savaient qu'ils vont lamentablement échouer. Le SDF, c'est une tendance qui a choisi de ne pas de boycotter les régionales. Et on connaît la tendance qui a choisi de boycotter. C'est ceux qui ont perdu au niveau des élections municipales. Donc moi, je regarde plutôt vers l'avant. Et vers l'avant, c'est quoi? Ce qui est important, c'est de rappeler à mon frère Serge Nassi, qui a dit quelque chose de terrible, que je comprends qu'il ne soit pas élu et que nul n'est censé rien avoir, mon cher frère. La loi numéro 2012, base 01, du 19 avril 2012, portant code électoral, modifiée et complétée par celle 2012, base 017, du 21 décembre 2012, dit quoi? Titre 5 du contentieux électoral, article 195, je ne dis plus jamais, il faut le noter. Les conseils municipaux dont l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Alinéa 2. Dans le cas où l'annulation
de toute partie des élections est devenue définitive, des élections partielles ont lieu dans les 60 jours suivant l'annulation. Et article 3, seules les listes des candidats en liste aux élections municipales générales sont habilités à prendre part à ces élections partielles. Donc, il n'y a pas de problème à ce que les conseils municipaux actuels, même si le contentieux est pendant dans un tribunal, passent leur travail, continuent à aller lors des conseils de communauté, conseils municipaux et à élire les conseillers régionaux. Il n'y a pas de problème. Plus à ce qu'une décision de justice soit rendue. Donc vous avez fait une bourde terrible. C'est pas une bourde. Deuxième chose, non, avançons. Je voudrais dire à mon ami du PCN que non, vous ne pouvez pas dire ici que le président n'a pas respecté sa parole. Non. À un moment donné, il faut qu'on avance vers ce qui est utile. Arrêtons d'être important. Ce qui est utile aujourd'hui, c'est la mise en place de cette clé de voûte qu'est le conseil régional dans les différentes régions. Et c'est la volonté, c'est le désir profond des populations du Nozo qui, au-delà d'être au même niveau que tous les autres villes de région à travers les conseils régionaux, ont encore un statut spécial. Et j'interroge encore ici, titre 5 de la loi sur les collectivités territoriales décentralisées, des dispositions générales parlant du statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans tout un code sur la décentralisation, le nord et le sud-ouest ont un statut spécial. C'est pour leur faire comprendre que leurs désirs, leurs volontés ont été prises en compte par le chef de l'État, par ceux qui étaient au grand dialogue, l'université au grand dialogue, et on ne peut pas encore revenir ici faire le procès de ce qui est en train d'être mis en place quand on est au moment de la reconstruction du Nozo. Vous avez parlé tout à l'heure de la phase de reconstruction. Oui, on a la phase de reconstruction. Il y a les zones pacifiées. Et si vous avez remarqué, il y a une montée en puissance des crimes capituleux envers les populations civiles. Et au même moment, il y a une montée vertigineuse de neutralisation, entre guillemets, le terme à sa place, de ceux qui n'ont pas voulu déposer les armes. Entre le DDR, la commission sur le bilinguisme, le recrutement des traducteurs interprètes, la mise en place d'une chambre comme on l'eau. On est à un niveau où c'est justement, on a en face de nous des gens qui ne veulent pas que les choses avancent. Et nous devons tous être à ce moment-là patriotes et avancer. Quels sont les enjeux de ces élections régionales de façon pratique? Écoutez, vous ne le direz jamais assez, ou vous ne le ferez jamais assez dire. Parce que tout le monde, en réalité, tous les hommes politiques savent que ces élections sont importantes. Tout le monde, sauf ceux qui, quand ils ont été aux élections législatives... Avec le titre, si on sait que dans le champ politique camerounais actuellement, il y a des sons discordants autour de ces élections. Oui, c'est pourquoi je suis en train de m'expliquer en disant que, sauf ceux qui, quand ils voient qu'ils peuvent être élus, à ce moment, ils vont aux élections. Quand ils voient qu'ils ne peuvent pas être élus, ils disent qu'ils ne vont pas aux élections parce qu'il y a la guerre. Alors qu'ils sont allés aux élections quand il y avait la guerre. Mais quand ils le disent, ils connaissent l'importance de ces élections. Ils savent que c'est des élections qui permettent de mettre en place un organe de la décentralisation qui est au-dessus des communes, qui participe de la coordination de l'action des communes dans une région et qui s'occupe des prérogatives qui sont au-dessus de celles des communes. Aucune commune ne peut construire une route régionale qui les lie deux communes, par exemple. Les communes ne peuvent pas s'occuper de la construction des lycées, par exemple. Or, dans la décentralisation, le Code général prévoit que c'est de la compétence des régions. Les communes, quand bien même on leur demande de s'occuper de financer les activités génératrices de revenus, vous voyez qu'à l'échelle de la région, la mise en place d'un outil qui va s'occuper de la promotion des petites et moyennes entreprises, c'est essentiel pour la lutte contre le chômage. Et vous voyez très bien que avoir des ressources plus importantes, parce que les régions, dans une région comme le littoral, où vous avez 3 communautés urbaines, dont celle de Douala qui a une bonne 50aine de milliards de francs de ressources budgétaires, et vous aurez une région qui va avoisiner à peu près 200 voire 300
milliards de budget. Même si on peut être modeste au départ, il y a une bonne raison pour les populations d'espérer que le développement de cet outil-là, de développement local, va permettre d'avoir le financement pour les activités génératrices de revenus dans le domaine agricole, que les communes, par exemple les communes de Douala, ne peuvent pas faire de l'agriculture, elles n'ont pas de terrain pour ça. Mais vous avez une bonne vingtaine de communes rurales dans le littoral qui souhaiteraient bien qu'elles aient, en plus de leur propre modeste budget, à mettre en œuvre. Vous prenez une commune comme la commune de Manjo ou de Mombo par exemple, vous ne pouvez pas attendre de cette commune des ressources importantes pour financer le développement de l'agriculture. Mais avec le budget régional, on peut donc mobiliser des ressources plus importantes. Sans compter que l'avènement de la région va mettre à la disposition de la région comme unité administrative maintenant des fonctionnaires régionaux, l'administration, c'est-à-dire la fonction publique locale, qui est plus étoffée que les fonctions publiques municipales, avec des ressources humaines conséquentes, susceptibles de véritablement mettre en œuvre des plans régionaux de développement, comme le veut le Code général des collectivités. Il y a donc beaucoup de missions qui confèrent à ce qui se fait là une crédibilité, parce que ce qui se fait vient assurer quelque chose que tout le monde demande. C'est-à-dire que pour aider les jeunes, que les ressources ne soient plus attendues à partir de Yaoundé. Pour créer une ferme pour produire 10 000 poulets, que ce ne soit pas une affaire où on va à Yaoundé négocier avec le ministre ou le Piazzi ou ci ou ça. Et qu'on peut ramener maintenant les ressources à côté des populations. Alors, Serge Onanina, pourquoi est-ce qu'on n'observe pas, depuis la convocation de ces collèges électoraux, un certain engouement autour de ce scrutin du 6 décembre prochain? Vous avez quel indicateur? Parce que quand vous dites pourquoi on n'observe pas, quand vous dites qu'on n'observe pas, vous indiquez l'indicateur, vous présentez l'indicateur. L'observation de qui doit-elle venir? Qui a fait l'étude et qui a présenté le rapport? Les acteurs politiques n'étaient pas suffisamment prêts ou alors... Mais moi, je vois les gens commencer, je vois les formations, les appareils politiques commencer à présenter les modalités de candidature à l'intérieur de ces formations politiques. Je lis le débat, à la fois, nous sommes en train d'en débattre, à la fois sur les plateaux de télévision, mais également sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique et du digital. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas parce que les gens sont dans le déni de ce dans quoi ils n'ont pas d'avantage qu'on va donner l'impression aux Camerounais que la marche du pays va s'arrêter avec le mécontentement de certains. Le Cameroun est au-dessus, non seulement des intérêts des individus, mais également de leur frustration. Même si on est d'accord que nous sommes dans un pays qui doit s'adosser sur une dynamique de cohésion d'ensemble. Mais la cohésion la marche d'un État ne saurait être suspendue au caprice circonstanciel de quelques individus mécontents qui savent qu'ils sont perdants d'avance dans un jeu auquel eux-mêmes ont volontairement refusé de participer. Je voulais profiter pour répondre à M. Charles en lui disant, ben, écoutez, mon cher Charles, je dis pas que la lecture de la loi, c'était un bon exercice, mais c'est également l'aveu de ce que le contentieux reste pendant. C'est déjà ça la reconnaissance. La deuxième interrogation, et c'est là où c'est important, c'est si nous sommes dans une région dans laquelle on suppose, par extraordinaire, que plus de la moitié du corps électoral soit contesté et que le verdict soit différent et qu'ils aient élu les conseillers régionaux, cela dont la légitimité a été remise en cause, la légalité a été remise en cause par les juridictions compétentes. Alors, ils continuent à être crédibles? C'est là la question. Ah ben oui. Ils n'ont pas qualité parce que le tribunal en question... voilà donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a une inquiétude. Vous n'allez donc pas empêcher le fait que je mette en avant cette inquiétude puisqu'il y aura une élection à
alors que le juge, on pourrait mettre la pression sur le juge pour qu'il fasse rapidement son travail, même si vous me dites que le temps de la connaître qu'il y a urgence à liquider le contentieux. Tout simplement, pas à se précipiter, et je pèse mes mots, parce qu'il y a une différence. S'il vous plaît. Ben, C'est vous qui avez la parole. Je ne savais pas qu'il y avait deux modérateurs ici. Non, c'est vous qui avez la parole. Vous voilà. Donc, il y a cet aspect. Donc, pour revenir à votre réelle préoccupation, le débat sur les régionales est une nécessité. Monsieur Elimbi Lobela dit tout à l'heure, c'est une question, on est dans une autonomie réelle des collectivités. Les collectivités, les populations sont longtemps pleines de ce que les décisions, leurs préoccupations ne faisaient pas l'objet de satisfaction parce que ceux qui décident au pays, au sommet de l'État, n'étaient pas en relation directe avec leur réalité, la réalité. Aujourd'hui, les réalités seront directement connues par ceux qui décident parce qu'ils sont proches de ces populations. Et ils pourront donc non seulement mesurer les enjeux des doléances, mais également essayer d'apporter des réponses proportionnelles à ces préoccupations. Voilà tout. Voilà l'enjeu majeur de ces régionales. Je continue et je maintiens en disant que, contrairement à ce que les gens veulent donner comme impression en disant que les régionales sont sans objet, les régionales sont comme une institution, c'est comme le Cameroun. Nous allons mourir, le Cameroun va rester. Donc ce n'est pas l'affaire de tel parti qui va être là et puis ça s'arrête avec le parti. Donc tout est perfectible. Que nous ayons une mauvaise légion aujourd'hui, il faut que nous, dans l'opposition, nous continuions à nous battre pour que nous ayons des régions comme des mairies. Tout à fait, mais il faut d'abord qu'elles existent. Alors, il faut d'abord qu'elles existent, mais pourquoi la question du contentieux électoral semble ne pas vous arranger au sein du RDPC? Le PCN ou alors le PURS entend soulever cette problématique comme étant l'un des bémols pour davantage parler de ces élections régionales, donc des électeurs qui n'ont pas toute la légitimité à consacrer aux conseillers régionaux à venir. Non. Le débat est mal placé. Je voudrais faire comprendre ici à ceux qui nous écoutent que même le RDPC est en contentieux. Même les encore, le RDPC a saisi les juridictions compétentes pour contester la victoire, disons, des partis d'opposition dans certaines mairies. La loi est claire. C'est quand il s'agit des élections législatives qu'il faut vider le contentieux avant de lancer la session de plein droit. Mais pour les conseillers municipaux, le conseil municipal, à partir du moment de la promulgation des résultats, de la proclamation, peut se tenir le deuxième mardi après les résultats. Même si l'action en justice reste pendante. Pourquoi c'est maintenant qu'on vient nous parler de l'illégitimité ou de la crédibilité des conseillers municipaux, alors que depuis le deuxième mardi du mois qui a précédé, qui a succédé à leur élection, ils se tiennent les conseils municipaux. Ici, les délibérations. Pourquoi c'est quand ils vont venir parler des élections régionales qu'on trouve qu'ils sont plus crédibles? Non, parce que justement la loi leur donne dans cette option-là de commencer à travailler en attendant qu'une décision de justice soit prise. C'est simple. C'est un faux débat. Deuxième chose, la crédibilité d'un conseiller municipal ne s'engage pas avec ceux qui sont en justice. Si les gens contestent l'élection des achats à la deuxième, la liste conduite par Fankou Denise, ou la liste conduite par Fankou Denise, c'est leur problème. Nous, on continue à travailler jusqu'à ce que la justice ne peut. Et la loi est claire. À partir du moment où la décision sera prise et qu'on dira qu'il faut revenir sur l'élection, on va organiser une nouvelle élection à Douala-Deuxième et ceux qui seront élus réuniront les conseillers qui arrivent. C'est simple, c'est un faux débat. On n'en est pas là. On en est à comment est-ce qu'on met en place notre conseil régional et on avance. Je voudrais aussi qu'on comprenne que quand on ne sait pas et qu'on ne sait pas qu'il y a une loi qui le dit, qu'on avance. Ah, monsieur Zan. On avance. La seule chose à faire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui revient au conseil. Moi, le combat que j'ai amené en tant qu'élu local, c'est qu'est-ce qui revient à la région du littoral. Est-ce que, d'après ce document, toutes les compétences transférées à la région seront prises en compte? Est-ce que le budget central de l'État, les 15% du budget central de l'État, seront immédiatement reversés aux collectivités territoriales, puisque le ministre des Finances vous comprendre qu'il attend justement que les conseils soient mis en place pour affecter ces 15% de l'État. Ce n'est pas la crédibilité d'un conseil, des conseils municipaux. Non, c'est la crédibilité des conseils municipaux qui sont des acteurs majeurs. La mise en place des conseils régionaux doit être mise en question aujourd'hui. Crédibilité mise en question, je ne dirais pas oui. Mais ce que nous estimons au PCRN, c'est qu'il aurait été, il aurait été utile
il aurait été de bonnes séances que le contentieux des municipales soit vidé avant que nous entamions les régionales. Pourquoi? Parce que imaginons-nous, d'ici le 6 décembre, on n'a pas encore vidé le contentieux des municipales. On élit les conseillers régionaux. Et après le 6 décembre, le tribunal administratif dissout un conseil municipal pour les différentes causes qui auraient été évoquées et on demande de recommencer. Ça va faire 2 élections recommencer, ça va faire des budgets supplémentaires dont on aurait pu se passer en bidant de façon assez accélérée le contentieux des municipales pour permettre à ce que les élections régionales se passent dans la légitimité la plus, comment je vais dire, la plus idoine. Oui, la plus idoine, quoi. Donc, nous, c'est vrai, nous comprenons. Son élection est contestée. C'est au tribunal encore en Union africaine. Au Cameroun, le contentieux de l'élection présidentielle était vidé. Non, au niveau international. Ils ont Soit là-bas. Donc, nous, on partage juste cet étonnement, mais qu'à cela ne tienne, nous demandons aux partis concernés par ces contentieux de candidater si elles ont décidé d'aller aux élections parce que elles ne devront pas s'abstenir de candidater pour la raison que non, elles sont au contentieux. Non, elles doivent candidater et on espère que d'ici le 6 décembre, que le contentieux municipal sera vidé pour que les élections régionales puissent se tenir de la façon la plus sereine. Alors, avant d'entrer dans les modalités de cette élection, avec tout ce que cela comporte, Abel, la question de ce contentieux doit-il être ou doit-elle être reposée aujourd'hui? Disons que mes amis sur le panel émettent un vœu sur la rapidité du traitement judiciaire. Et je vais vous raconter une anecdote. En 2007, lorsque nous sommes devenus, je suis allé aux élections pour la première fois, et le RDPC avait gagné tous les sièges. En 2007 à Douala 5. Et nous n'étions pas d'accord, satisfaits, les élections n'étaient pas propres. En principe, les procès-verbaux à l'époque, c'était le MINAT, il n'y avait pas l'ECAM, et il y avait quand même la commission communale de supervision. Parce que ces institutions ne datent pas du code électoral. Et elles devaient siéger à un endroit bien précis. Or, certains représentants du RDPC dans les bureaux de vote sont partis avec les procès-verbaux chez le sous-préfet. Bon. Et ils ne sont revenus là où la commission communale de supervision siégeait que le lendemain. Et c'était des bureaux de vote qui étaient dans la ville. Parce que vous savez que dans la 5, on a quand même des bureaux de vote Bonabéique, etc., qui sont loin. Mais tous les procès-verbaux de ces centres éloignés, eux, ils étaient arrivés à la commission. Ceux-ci, qui étaient des dépendants, qui venaient des sables et tout ça, n'étaient pas arrivés à la commission. Et donc, alors, nous avons bloqué le siège de la commission pour qu'aucun procès-verbal n'entre. Nous avons relevé les heures et tout ça. Bref, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour faire un contentieux. Et la commission nationale, la chambre administrative, nous a donné raison. Elle nous a donné raison. Elle a demandé de casser l'élection. De casser l'élection. Et l'élection, dès qu'elle a prononcé son jugement qui cassait l'élection, conformément à la loi, Mme Fournier a fait appel. Vous savez que pour les élections des conseillers municipaux, on peut faire appel. Parce que c'est une administration publique. Donc elle a fait appel et malheureusement, conformément à la loi, on l'a installé. Et pendant que le contentieux était pendant. Il a fait 1 an. Donc elle est restée, elle a travaillé, elle a fait voter un budget, etc. Parce que le législateur, lui, il regarde que l'administration ne doit pas rester vacante. Les gens doivent continuer à établir les états civils, les mariages, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bon, d'accord. Maintenant, pour l'élection, quand on a cassé l'élection, parce qu'un an après, la Cour suprême nous donne raison encore. Et le chef de l'État dissout le conseil municipal. Et il reconvoque le corps électoral. Et Mme Foding nous bat encore aux élections. Sauf que cette fois-ci, ce n'était plus à la majorité absolue. Nous avons pu arracher 14 sièges. On est entré au conseil.
l'élection des maires ne m'a pas convenu parce qu'elle n'était pas, l'élection des adjoints n'était pas conforme à l'article 60 qui prévoyait qu'il faut partager les sièges des maires. J'ai saisi la chambre administrative de nouveau. Vous savez quand la chambre administrative a répondu? De 2007, elle a répondu en juillet dernier. Entre-temps, le mandat était terminé. Nous sommes repartis aux élections. Madame Foning et moi-même, nous avons été réélus. Et quelques temps après, Madame Foning malheureusement est décédée alors qu'elle était partie au procès. Donc la leçon c'est que oui, il faut que la justice soit maître de son temps. Parce que personne ne doit faire pression sur la justice. Mais en même temps, les juges doivent mesurer que leur liberté à donner au temps de la justice la durée qu'ils veulent, oui, peut amener un certain nombre de dysfonctionnements ou alors d'insatisfactions liées. Parce que, bon, on m'appelle alors, regardez, de 2007 à 2020, combien d'années? 13 ans, c'est ça? Oui. On m'a appelé 13 ans après. Ok, quand je suis allé voir les responsables qui m'appelaient, je leur ai dit, bon, prenez ce procès-là, mettez-le dans la poubelle, parce qu'il n'a plus d'intérêt. On m'a fait comprendre que pour des besoins de jurisprudence, mais je ne vois pas vraiment quel est l'intérêt. Madame Foning est partie, malheureusement. Nous sommes tous sortis du conseil municipal, même si on me donne raison maintenant. Quelle sera la réparation du préjudice? D'accord. Donc, Élise en dit ce qui est pertinent. Il rappelle les dispositions de la loi. Les autres expriment un malaise. Ils expriment un malaise. Et la gouvernance a souvent besoin que l'on prenne en compte le malaise. D'accord. Alors, de toute façon, l'élection est déjà programmée pour le 6 décembre prochain. Mais on va parler à présent de ce qui va constituer effectivement ces élections, qui peut candidater à ces élections régionales. Comment on doit pouvoir candidater? Quelles sont les conditions à remplir pour être un potentiel électeur ou un électeur de façon claire et simple? Donc, si vous permettez, je vais pouvoir commencer avec Abel Limilo, puisqu'il est suffisamment imprégné de la question. Abel, pour parler simple, quelles sont les modalités pour avoir accès à ces élections régionales qui sont, vous l'avez rassuré, nécessaires pour la mise en œuvre de la décentralisation? Alors, vous avez beaucoup de lois, entre autres le code électoral, le code général qui rappelle certaines dispositions, et deux lois dont on ne parle pas beaucoup, parmi lesquelles la loi 2019-05 du 25 avril 2019 modifiant et complétant certaines dispositions du code électoral. Alors, toutes ces lois-là viennent préciser certains aspects du code électoral qui n'avaient pas été très bien explicités. Donc, par exemple, étant entendu que pour ce qui est des candidats, il y a deux sources de candidature. Il y a la source politique. Et la loi que je viens de citer vous indique très bien que ce qui se passe dans la source politique. La source politique, c'est elle qui présente les candidats qu'on appelle les délégués des départements. Ils sont dans chaque région au nombre de 70. Et ils sont investis par les partis politiques, indépendamment du fait que vous ayez des conseillers municipaux ou pas. C'est-à-dire que c'est exactement comme les autres élections. Quand je vais à l'élection présidentielle, je ne cherche pas à savoir si j'ai des électeurs. Je vais me battre pour en avoir. Donc, les partis politiques vont investir les candidats. Ces candidats-là, ben, on les investit comme on investit tous les autres candidats à toutes les autres élections. C'est les partis politiques qui mettent des listes. Le scrutin, les circonscriptions sont des départements. Donc on ne va pas voter à Douala 1er, à Douala 2, à Douala 3, non. On va voter au seul lieu du département du Vouri, on va voter au seul lieu du département de la Salada maritime, on va voter au seul lieu du département du Car, on va voter dans le Mungo au seul lieu, mais pas à Digoba, pas à Mombo, etc. Donc ce sont les départements. Le chef de l'État a donné à chaque département un nombre
de conseillers de département. On va revenir sur le nombre de conseillers tout à l'heure. Ça, c'est la source politique. Maintenant, ceux qui vont élire ces conseillers, ces délégués des départements-là, ceux qui vont les élire, ce sont les conseillers municipaux. C'est d'ailleurs pourquoi on a le malaise que ces conseillers municipaux, certains n'ont pas encore bénéficié de la décision qui a la force de la chose jugée. Et que va-t-on faire? C'est pour ça que Zan lui a remis que non, la loi leur permet d'assurer leur fonction de conseiller municipal. Je crois que c'est un débat qui doit être clos. Maintenant, il y a l'autre source. Parce que pour la première fois, la Constitution de 1996 a estimé que les dépositaires des traditions doivent participer à la conduite des affaires publiques. Et le constituant a introduit dans le conseil régional les représentants du commandement traditionnel. Et il a précisé, notamment au code électoral dans l'article 246, que les représentants du commandement traditionnel sont élus par les chefs traditionnels de premier, deuxième, troisième degré autochtones de la région, bien sûr, et dont la désignation a été homologuée. Parce que là aussi, le souci de Nanena est important. Et vous avez des contentieux dans les chefferies. Vous avez des chefferies où il n'y a pas de chef parce que les gens sont en contentieux. Donc, il faut que ceux qui sont en contentieux ne peuvent pas aller voter. Parce qu'ils n'ont pas encore l'arrêté préfectoral qui homologue leur désignation. Maintenant, tous ceux qui seront donc électeurs devront être ceux dont les préfets ont délivré des arrêtés, ont établi autant pour moi des arrêtés qui homologuent leur désignation. Et le dernier aspect, c'est que Elections Cameroun va devoir nous dire comment il va faire pour savoir que vous êtes chef traditionnel, oui, mais vous êtes autochtone ou pas. Il va donc certainement, parce que la réunion qui s'est passée le jeudi dernier avec le gouverneur, voilà, non, avec les responsables des voilà, et cette question a été évoquée. Et par exemple, j'ai suggéré que les chefs traditionnels, en venant se faire enregistrer comme électeurs, doivent apporter la preuve de leur filiation qui établit qu'ils sont effectivement autochtones. Parce que vous allez trouver les, comment on appelle, Tanko, qui va vous dire qu'il est autochtone de Bonasama. Tant bien il peut le dire sur les radios et les télévisions, mais à Eleka, il va devoir apporter la preuve d'être un enfant d'une famille de Bonasama. On est suffisamment précis sur la question de ceux qui vont pouvoir être les maillons forts de ces élections-là régionales. On les appelle les grands électeurs, notamment les conseillers municipaux et le commandement traditionnel. Je préfère dire commandement traditionnel parce qu'il y a à plusieurs ordres ou plusieurs degrés dans la chefferie traditionnelle. Alors, ces hommes-là, qu'attend-on véritablement de ces hommes ou de ces femmes? Parce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce qu'on appelle les conseils municipaux, également des hommes et des femmes dans le commandement traditionnel. Ok. Nous, au PCRN, qu'est-ce que nous on attend de ces électeurs, de ces grands électeurs, je vais les appeler ainsi, c'est qu'ils fassent le bon choix. C'est qu'ils fassent le choix en leur âme et conscience. Parce que le choix qu'ils feront sera assez déterminant pour la gestion. Qu'est-ce que vous appelez le bon choix? Le bon choix, c'est le bon projet. Ce sont les bons délégués. Ce sont des bonnes personnes qui sont à même de mener toutes les actions nécessaires pour qu'un conseil régional puisse effectivement jouer son rôle, puisse effectivement réaliser tout ce qui lui est attribué comme objectif, comme devoir, comme travail à effectuer. Donc nous, ce qu'on demande à ces conseillers-là, c'est voter utile, voter nécessaire, voter important. Et concernant le PCRN, nous allons proposer justement des candidats qui répondent à ces critères-là. Des candidats compétents, des candidats qui ont le souci du peuple, des candidats qui ont le souci de la bonne gouvernance, des candidats qui ont le souci de mener des actions importantes, des actions de développement utiles à tous les Camerounais. Donc au PCRN, on va proposer des candidats d'abord dans les 5 départements où nous avons des conseillers municipaux, le Nyon-Ekele, la Sanaga maritime, le Vouri, le Nkam, le Mbere, et ensuite dans tous les départements où nous avons nos bases militantes et où nos citoyens réconciliateurs aimeraient participer.
Parce que ce que nous on demande aux jeunes du PCRN, c'est d'oser. C'est vrai que on n'a peut-être pas des conseillers municipaux partout qui pourront faire le jeu, mais on pense qu'en y allant, en proposant quelque chose de sérieux, quelque chose d'utile, on peut même parler aux élections régionales dans toutes les régions où nos militants vont s'engager et vont oser franchir le pas de la candidature. Donc les partis politiques ont un rôle primordial à jouer dans le choix des hommes qui devraient ou qui pourraient constituer les listes de candidature. Bien entendu, et c'est des hommes qui doivent avoir la capacité d'apprécier les préoccupations de terrain. Ce ne sont pas des hommes, comme on l'a vu dans les élections, dans le cas des élections des maires, des hommes qui sont parachutés par le parti et parce qu'ils ont des affinités avec C'est le parti qui le désigne. Oui, mais c'est le parti qui le désigne, mais le parti doit prendre la responsabilité de se rassurer que ceux-là ont le profil de l'emploi, si on peut considérer que c'est un emploi. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait comment on apprécie, comment on va vers les populations, comment on monte un projet, comment on mène un plaidoyer, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est sur la base de cette qualité d'homme, capable de monter, d'avoir des projets de société pertinents et réalistes et réalisables qu'il faut que les partis politiques, mais également des gens qui ont une autorité, qui ont des états, des faits d'âme, qui ont une reconnaissance publique. Moi, j'ai un problème au PURS, et à travers ma voix. Vous savez, on a parlé, Charles-Élise en a parlé des 15% qui doivent être reversés aux collectivités. Oui. Vous savez, moi, je souhaite que ces 15% soient reversés. Ça, c'est normal. Mais j'ai toujours un problème aujourd'hui avec la gestion de la collectivité territoriale décentralisée, qu'elle soit au niveau de la commune, qu'elle soit au niveau de la région. Tant que nous n'allons pas, elles ne vont pas sortir de l'exécution, de la consommation pure des budgets. Parce que c'est ça le grand enjeu, le grand défi. Tout le monde candidate, toutes les listes vont candidater, ou plusieurs personnes vont candidater pour être à la tête des régions, pour consommer et exécuter les budgets, et non pas créer de la richesse et créer de l'emploi. Et c'est ça le défi aujourd'hui. Si vous consommez juste et exécutez les budgets, ce qui va se passer, c'est que vous allez construire juste les salles de classe en utilisant, on a 10 millions affectés pour telle salle de classe, pour ceci, pour cela. Mais combien d'emplois vous créez? Combien, où est-ce que vous créez? Et M. Dimbélé l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous avez la capacité, la volonté nécessaire de créer une plantation qui va générer des revenus pour que la région fonctionne au-delà du budget qui lui est? Et ça, les partis politiques qui vont investir, les individus, doivent être capables de penser cela dans leur projet de société. Parce qu'il s'agit là véritablement du bien-être et d'une projection sur la durée et non pas une projection sur un management qui est juste un management de consommation. C'est un management de production pour le bien de tous. Donc, si vous savez que si vous construisez les écoles, les routes, les centres de santé et que les gens n'ont pas d'emploi, ils auront toujours faim. Ils n'auront pas de quoi payer la scolarité à leurs enfants. Ils n'auront pas de quoi se soigner. Ils n'auront pas de quoi payer le transport. Voilà la grande équation des élections dans les collectivités territoriales décentralisées, que ce soit dans les communes, que ce soit dans les régions. Tous les partis politiques sont-ils appelés à compétir à ces élections régionales? D'abord, tout Camerounais qui a 23 ans et plus, qui joue ses droits civiques, qui n'a jamais été condamné, qui n'est pas sur un coup de décision judiciaire, et qui peut remplir les conditions et de son parti et de la loi peut candidater. Il suffit d'être investi, avoir un secrétaire judiciaire propre, de tout notoire, avoir un certificat de nationalité, avoir un secrétaire de naissance, que le sous-préfet, là où vous habitez, atteste par un certificat de domicile que vous habitez le coin, que vous avez versé 50 000 au trésor qu'on appelle la caution, que vous avez votre certificat de non-imposition ou d'imposition, qui peut aussi aujourd'hui, qui est devenu le certificat de non-redevance. Quand vous avez tout ça, vous déposez votre dossier dans votre commission à vous de votre parti. Votre parti sont une liste. Votre parti sera choisi là-bas et produira la liste qui va aller en compétition contre d'autres partis. Donc, tous les partis, pas parce que vous n'avez pas d'élus
au niveau des conseils. Justement, la querelle se pose à ce niveau. En fait, on a l'impression que seuls les partis ayant des conseillers municipaux sont à même de pouvoir compétir pour ces élections régionales. Parce que dans la tête, on se dit il serait invraisemblable que les 41 conseillers municipaux de Douala deuxième aillent voter la liste conduite par exemple, on a une Pulse. C'est-à-dire, c'est que dans l'imagerie, on ne voit pas ça. C'est-à-dire, vous avez une réunion équilibrée, par exemple, où vous avez le PCRN qui vient en pôle. Le PCRN a fait son calcul en fonction de l'attribution du nombre de délégués départementaux. Le PCRN connaît à peu près le nombre qu'ils auront. L'UDC, par exemple, le NUN, sur les 7 communes du NUN, l'UDC a 6. Il n'y a que le REP, c'est là que Coptamou. Donc, il serait invraisemblable que le nombre de conseillers, de délégués départementaux du coin, viennent tous du SG, par exemple. Alors que 80 conseillers viennent de l'UDC. Donc, c'est le schéma qu'on a souvent vu. Oui, bon, même c'est difficile à croire, mais au-delà d'appartenir à un parti politique, au-delà de suivre ce qu'on appelle la discipline du parti, il y a aussi que vous aurez des conseillers municipaux qui ne vont pas voter pour les listes proposées par leur parti parce que justement ils estiment que ceux qui seront investis par les différents partis ne respectent pas, c'est-à-dire ne viennent pas de la base, ne sont pas des vrais militants et tout. Et vous verrez, par exemple, comme par exemple sénatorial, on a vu les miracles, on a vu par exemple les 14 conseillers du MS voter les candidats du RDPC. Donc c'était invraisemblable, mais on peut se dire le conseil municipal, puisque le vote étant libre, secret et personnel, il peut arriver qu'un conseil municipal arrive dans la lutte et vote pour la liste qui ne vient pas de son parti. Donc, on se dit que c'est difficile de voir les conseillers municipaux du RDPC voter les conseillers de Caroutal, par exemple, que je prends. Mais, c'est pas dit, c'est invraisemblable, mais c'est ça aussi, ça l'enjeu politique. Moi, tu séduis, hein. Le programme de l'adversaire politique pour vous séduire, et vous votez pour lui. Donc, mais, étant une élection où on a les grands électeurs, c'est pas une élection populaire en tant que telle, comme celle du président de la République ou celle des municipales, c'est difficile quand même. On a regardé la configuration. On a regardé la configuration des différents conseils régionaux, on a regardé la configuration de qui peut être en fonction de la force politique et la force administrative des partis au niveau des conseils. Parce que tout va maintenant se jouer au niveau des chefferies et tout, mais on met 70 par région, on peut imaginer à peu près combien tel parti va en tirer ici, combien les quotas. Alors, donc, peut-on dire que les dés sont déjà, les jeux sont faits autour de ces élections régionales, telles que le présente le représentant du RDPC sur ce plateau? Alors, en principe, dans des scrutins indirects, la réponse est oui. Parce que vous avez affaire au haut cadre d'un parti politique. Mais les invitations que le PCRN et même le PURGOS évoquent rendent compte de ce que, premièrement, le vote reste quand même un scrutin, un vote secret. Il est garanti comme tous les autres votes. Il y a un isoloir. Et le conseiller municipal va entrer dans l'isoloir pour opérer son choix. Il sera seul devant sa conscience. Premièrement. Deuxièmement, l'homme c'est l'homme, avec les faiblesses. Donc ce vote, ce scrutin peut être le moment de règlement de compte qui peuvent amener des gens qui sont mécontents à sanctionner le parti. D'où la nécessité pour les appareils politiques de constituer des listes avec beaucoup de doigté pour que on n'arrive pas à des crises fondamentales à l'intérieur des partis qui peuvent déterminer les conseillers municipaux, même s'ils doivent suivre la discipline du parti, étant protégés par le secret du vote, eh bien, ils peuvent parfaitement envisager de sanctionner. C'est ce qui s'est passé en 2013 à Bamenda lors de l'élection des sénateurs. La liste du SDF, qui de toute évidence devait gagner, n'a pas gagné parce que des conseillers du SDF fâchés contre le président national ont voté RDPC et ils ont donné au RDPC une avance. Toutefois,
il y a un certain nombre de précautions que tous ceux qui envisagent de présenter des listes doivent prendre, notamment la recommandation, l'exigence d'ailleurs, de l'article 5, alinéa 3, de la loi dont j'ai parlé tout à l'heure, la loi du 25 avril 2019, fixant le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux. Bon, le décret est sorti, il n'a pas fixé le régime des indemnités, un autre décret viendra le faire. Donc, les professionnels de la polémique doivent attendre. Maintenant, pour la répartition, l'article, la ligne 3 dit que le conseil régional est constitué d'au moins un conseiller régional issu de chaque arrondissement pour la catégorie des délégués des départements. Donc, il faudra faire attention. Ça veut dire, par exemple, que dans le département du Vouri, qui a 30 conseillers, si vous présentez une liste qui oublie un arrondissement, votre liste peut être ne pas recevable. Tous les arrondissements doivent être représentés, avec au moins un. Donc si vous faites une liste, c'est la liste du Vouri. Mais si dans cette liste, Douala 2 n'a personne, votre liste va être recalée. Donc, vous devez commencer par donner un d'abord aux 4 arrondissements, aux 6 arrondissements du Vouri. Il va vous rester 30, il va vous rester 24. Puis maintenant, vous pouvez commencer à faire vos équilibres. Donner à Douala 2, 8, à Douala 1er peut-être 1 seulement, parce que la tête déjà ne vous plaît pas là-bas, ou leur tribu, etc., etc. Donc, c'est un conseil que je donne aux membres, aux partis politiques qui envisagent d'aller présenter les candidatures. Vous serez dans la Sanaga maritime. N'oubliez pas qu'il y a 11 arrondissements dans la Sanaga maritime. Manko ne doit pas être oublié, Dibamba ne doit pas être oublié, Ngabé, Ngwe, Kouma, Nyanon, etc. Vous devez mettre une personne dans tout ça. Mais tout ce que Onanena a dit tout à l'heure prend toute sa puissance. Nous allons mettre en place les premiers conseils. Il appartient aux gens de la région et en particulier aux autochtones de la région. C'est leur affaire. C'est leur affaire. Ils doivent penser à utiliser les ressources humaines adéquates pour mettre en place, pour la première fois, une si grande institution. Et quand nous avons une mauvaise expérience des communes qui n'ont pas donné de résultats tangibles jusqu'à maintenant, il faut faire attention pour que les régions que nous mettons n'aient pas à attendre 20 ans pour envisager de commencer à comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'on a évoqué le fait que les gens regardent seulement l'argent. Ils regardent seulement l'argent. Vous savez, une année, donc, quand nous étions au grand dialogue, la présidente des Bayam Selam du centre a écouté tellement les gens se plaindre de l'argent, on ne donne pas le budget. Et puis elle a pris la parole pour dire que vous ne parlez que de l'argent. Vous voulez seulement l'argent. Vous ne nous dites pas que ce que vous avez déjà fait avec l'argent qu'on vous a déjà donné. Comme si on vous augmente l'argent, vous allez mieux faire. Donc c'est important ce qu'on a dit, la pertinence de la qualité des gens qu'il faut mettre. Ce n'est pas comment est-ce qu'on appelle ça, j'oublie le mot, une sinécure. Ce n'est pas une nouvelle sinécure qu'on est en train d'organiser là, pour que les gens qui ont déjà... Et je suis heureux d'avoir participé à un ensemble de réunions trans qui dépassaient les clivages partisans d'un certain nombre de personnalités de la région du littoral qui se sont réunies au-delà des clivages politiques pour réfléchir sur la qualité des hommes et des femmes qu'il faudra choisir, parce que la région, ça sera de grosses responsabilités. Si demain vous ne construisez pas les lycées, n'allez pas dire que c'est le pouvoir central qui va pas faire. Alors, la question de l'autochtonie se pose, et davantage avec la problématique du commandement traditionnel. Doit-on espérer que cette question peut être levée aujourd'hui, que ces élections sont convoquées, notamment le rôle primordial que le commandement traditionnel doit jouer dans la région, mais avant cela,
dans l'élection même qui devrait être mise en place? C'est une question complexe sur laquelle nous nous sommes très peu prononcés parce que vous savez que les questions de culture et de tradition sont des questions très sensibles et que quand on est dans les dynamiques de repli identitaire avec la conjoncture et le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ça devient un peu délicat. Mais il va de soi que puisque nous sommes dans une question dans une région dans laquelle les gens doivent se reconnaître, soit par rapport à une proximité sociologique ou à une appartenance sociologique, que ce soit eux qui soient appelés à gérer véritablement leurs choses, leurs affaires, pour utiliser le terme consacré, parce que ces personnes sont les mieux et les mêmes à maîtriser. Imaginez-vous, vous parler d'autochtonie aujourd'hui. Est-ce qu'il est de bon ton que quand on discute, et j'ai vu quelqu'un le dire, lorsqu'on se met à discuter des questions de tradition du Nord, que moi je sois chef dans une ville, dans une localité du Nord, et que tout se parle en termes de culture, de cette culture, peut-être tout le monde là-bas, quand il s'en va parler devant le lamido, doit porter un sandja qui a une certaine couleur, ou un boubou ou une chéchia d'une certaine façon, que moi, parce que je n'appartiens pas à cette culture, je m'aide aussi à la porter alors que la culture ne me reconnaît pas comme telle. C'est autant d'équations complexes, d'équations difficiles, mais d'équations quand même pas insurmontables qu'il faut être capable de résoudre. Que ceux qui ont la responsabilité de la décision en la matière et de l'arbitrage en la matière fassent cela pour que ça ne continue pas à exacerber non seulement les tensions, les frustrations, mais que les populations elles-mêmes se reconnaissent en ces leaders traditionnels, ce commandement traditionnel qui est censé les représenter sur le plan justement traditionnel et coutumier. Devrait-on retrouver le commandement opérationnel, le commandement traditionnel dans ces élections, quand on sait que habituellement ce sont des garants de la tradition et que ces hommes n'ont pas vocation à aller voter ou alors à être candidats pour passer à des élections? Moi je pense que oui, que les autorités ou alors le commandement traditionnel a sa place. Pourquoi? Parce que dans le développement des régions, il faut également tenir compte de la culture de chaque région, des us et coutumes, de la façon dont la ville s'est toujours construite, de l'ensemble des éléments culturels qu'il faut conserver. Et je pense que c'est pour cette raison que la place du commandement traditionnel y est importante. Parce qu'il faudrait que dans toutes les décisions qui sont prises, que ce soit sur le plan sportif, éducationnel, culturel et autres, qu'on ait toujours cet angle de vue de l'homme traditionnel, du garant de la culture de la région. Encore que toutes les régions ont chacune une spécificité culturelle qu'il va falloir prendre en compte lors de l'établissement des grands plans de développement de ces régions-là. Donc effectivement, oui. On va arriver à vous sur la question du commandement traditionnel. Charles Lisan, ce commandement traditionnel aujourd'hui est quand même à l'approche des chemins. Il doit pouvoir participer de manière forte et significative dans la mise en place de ces régions qui arrivent, mais Abel l'a soulevé, tout le monde n'a pas la possibilité d'être électeur à raison de ce que tout le monde ne dispose pas. Soit d'un arrêté préfectoral ou soit d'une décision d'administration, on va le dire ainsi, mais au-delà de cela, de sa filiation avec la terre. Section 3 de la culture et de la promotion des langues nationales. Article 273, les compétences suivantes sont transférées aux régions. En matière de culture, petit a, la promotion de l'activité culturelle, la surveillance sur l'État. Maintenant, vous avez la matière de promotion des langues nationales, donc les chefs traditionnels ont leur place. Quand on a fini de dire maintenant, quelle est la qualité du chef qui a sa place? À partir du moment où on parle d'autochtonie, il est clair que si on veut faire la promotion, l'organisation des journées culturelles, des manifestations culturelles traditionnelles et les concours littéraires et artistiques, il est clair que si le Mbo, le Rumpo, les Bassa, les Bako, les Bako qu'on veut faire quelque chose là-bas, ça sera difficile pour Zang, Sa Majesté Zang, bien qu'il ait eu un arrêté tordu. Parce que je le dis ainsi, même s'il avait un arrêté normal, chef là-bas comprenne certaines choses. C'est pas ça se comprendre. Il serait très difficile. Par exemple, quand on parle de la collecte et la tradition des éléments de la tradition orale
notamment les contes, mythes et légendes en vue d'en faciliter la publication. Il est clair que si on veut parler, quand les Sawa font le Ngondo par exemple, quand à Sekou, comment le Ngondo a toute sa puissance, parce que ces chefs-là, qui dirigent au fur et à mesure, chacun son tour, le Ngondo se reconnaissent, se comprennent à travers et l'habillement, et le culinaire, et le culturel, et le linguistique et tout. C'est donc normal qu'à ce moment-là, à Douala, que le littoral, au niveau macroscopique, quand les savants veulent exprimer leur culture, que ce soit que les chefs issus de ces contrées-là. Et la loi a tout prévu. C'est parce qu'à un moment donné, c'est la frénésie des élections régionales qui arrivent là, qui fait en sorte que tout le monde veut être chef aujourd'hui. Tout le monde, on biaise les choses, on est même prêt à frôler les émeutes sociales parce qu'on veut imposer un chef. Non, on va vers une régionalisation des choses. Autant tous les Camerounais peuvent être partout au Cameroun, chez eux, autant ils ne sont pas chez eux, partout au Cameroun. Il faut que ça soit clair. Et j'ai dit, je fais partie de ceux qui acceptent cela. Né à Douala, grandi à Douala, je peux être conseiller municipal à Douala deuxième, je peux être maire de Douala deuxième, mais je ne peux pas être maire de la ville pour le moment. J'assume, c'est ma génération qui va vivre ainsi. Peut-être nos arrière petits-fils. Comme aux États-Unis, on verra les Obama, président de la République, les Sarkozy, président, mais pour le moment, Zang ne peut pas être maire de la ville. Que Zang accepte que Limbi ou Moutomé soit maire de la ville et je l'accompagne avec la richesse de la culture Betty, la culture est arabe, parce que tout ce qui nous rassemble est plus fort que tout ce qui nous divise. C'est comme ça que le président peut bien voir le Cameroun. Et c'est comme ça que nous devons voir le Cameroun. Ce n'est pas en faisant les guerres inutiles parce qu'on veut s'imposer chef. Là, on ne devrait pas être chef parce qu'on miroite certaines choses qu'on ne comprend pas. On risque de gâter le léger et équilibre l'équilibre qui nous tient en nous. Donc, à ce qui me concerne, ces chefs doivent être choisis comme il se doit. Ces chefs doivent être vraiment parce qu'il n'y a que celui qui est autochtone. Il n'y a que celui qui est autochtone qui peut comprendre. Encore que qu'est-ce qui me fait croire que c'est en étant chef ou en étant membre du conseil électoral de la chambre des chefs qui ferait de moi être un acteur dans le processus de développement d'une ville? Non, pas forcément. Je peux être chef de mon côté et aider l'autre chef à avancer. Le plus important, c'est que Moutomé doit accepter que Zang aime le Sanga. Zang doit accepter que Moutomé aime le Mbongo, que Moutomé aime le Ndolé, mais Moutomé ne doit pas m'interdire d'aimer mon Sanga. Et ensemble, le Sanga et le Ndolé, nous nous élevons pour mettre cet art culinaire-là au-delà de notre pays. C'est ça, la régionalisation. Alors, Abel Robert, quel est le chef traditionnel qui a droit au chapitre dans ces élections régionales? Alors, vous avez l'article, je pense que c'est le 248, l'article 248, oui, qui dit que c'est l'article 250 de la loi du 25 avril 2019, modifiant et complétant certaines dispositions du code électoral. Parce que le code électoral a été amendé en 2019. Beaucoup de gens ne le savent pas. L'article 250 nouveau dit que les listes de candidats représentant les départements sont investis par les partis politiques. Alinéa 2. Les listes des candidats représentant le commandement traditionnel sont conduites par un candidat ayant la qualité de chef traditionnel de premier ou de deuxième degré. La liste des candidats représentant le commandement traditionnel sont conduites par un candidat ayant la qualité de chef traditionnel de premier ou de deuxième degré. Ça s'arrête là. Alinéa 3. Lorsqu'il n'existe qu'un seul siège, à pouvoir dans une zone électorale résultant du découpage ou du regroupement spécial, le candidat représentant le département est investi par un parti politique.
Le candidat représentant le commandement traditionnel doit avoir la qualité de chef traditionnel de premier ou de deuxième degré. Toutefois, en l'absence d'un chef traditionnel de premier ou de deuxième degré, la candidature d'un chef de troisième degré est admise. Si vous mettez dans la liste du commandement traditionnel des gens, de l'autre côté, vous savez que les électeurs sont les chefs traditionnels de premier, deuxième, troisième degré octoto. Cela veut dire que si vous ne leur donnez pas un candidat octoto, ils ne votent pas votre liste. C'est tout. Si vous allez là commencer à dire que oui, nous on est là depuis 1800, vous mettez votre candidat, votre liste avec les tampons dedans. Bon, sachez que les électeurs, ce sont les chefs traditionnels du canton Bel, du canton Aqua, du canton Daïdo, du canton Bassa, du canton Jabouba. Ce n'est pas les chefs Aoussa. Il faut le savoir. Il ne faut pas aller dans des élections que tu sais que tu ne peux pas gagner parce que la loi a prévu que ça se passe comme ça. Donc quand le législateur le dit, il est en train de baliser une route. C'est pour ça que j'ai posé la question lorsque nous étions à la réunion que le gouverneur a bien voulu convoquer à l'effet de mettre tout le monde d'accord et puis sur la question de bon ensemble. J'ai demandé que quel est l'intérêt pour l'administration territoriale d'organiser la mise en place des chefs qui ne sont pas autochtones et qui ne voteront donc pas ni à ces élections qui arrivent là, ni aux prochaines élections tant que ces lois seront en vigueur. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Sauf si M. Tanko nous dit, moi je m'en fous des élections, je suis chef, je veux être chef traditionnel, même si je ne vote pas. Mais nous savons que tout ça est une vue de l'esprit. Parce qu'il va vivre ça comme une frustration et va participer à un combat pour qu'il n'en soit plus ainsi. Et puis les Sawa vont participer à des combats pour qu'il en soit toujours ainsi. Parce qu'ils veulent avoir la maîtrise de leur territoire, ce qui est humain et ce qui est normal. Par contre, ce que je voudrais ajouter aux uns et aux autres, c'est que l'article 306, si je ne me trompe pas, il y a tellement d'articles à manipuler que je commence à me perdre avec mon petit cerveau. Voilà, j'ai trop de livres. Alors l'article 306, voilà, je ne me suis pas trompé parce que je lis ça en moyenne une fois par jour. Le président du conseil régional est l'exécutif de la région. Ça, nous savons déjà. On sait déjà qu'il doit être un autochtone. Il est assisté par un bureau régional élu en même temps que lui au sein du conseil régional. On vous dit, et le législateur, c'est lui qui parle, le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la région. Et je pose la question, qu'est-ce qu'il faut entendre par ça? Composition sociologique. Est-ce que composition sociologique et composition de la population, c'est la même chose? La population a les Bétis, les Bassa, les Douala, les Nordistes, les Amoussa et tout. La composition, la sociologie, c'est le canton Bassa, c'est le canton Jacoba, c'est le canton Aqua, c'est le canton Makoko, et c'est ça, la composition sociologique. Eh bien, si on entend représenter toutes les composantes sociologiques, comme devant mettre tous les groupes sociaux ou tous les groupes ethniques qui sont présents dans la population, cela voudra dire que une inégalité va naître. À l'ouest, le bureau qui doit être composé, et je vous le cite, d'un premier vice-président, d'un vice-président, parce qu'il y a premier vice-président et il y a vice-président, de 2 questeurs et de 2 secrétaires. Ça fait 6 personnes. Bien. Vous venez à Douala, vous dites, nous sommes à Douala, nous sommes ici depuis 36 ans, nous avons fait les mises en valeur, patata, nous devons être dans le conseil, le bureau du conseil régional. Ok. On vous prend, on vous met. Vous êtes Bamileke, on vous met. Vous êtes on vous met. Vous êtes à Oussa, on vous met. Parce que vous êtes dans la population. Même quand vous n'êtes pas dans la sociologie. À l'ouest, quand ils vont composer le conseil régional de l'ouest, le président sera de l'ouest
le premier vice-président sera de l'Ouest, le vice-président sera de l'Ouest, les 2 questeurs seront de l'Ouest, les 2 secrétaires seront de l'Ouest. Tout le monde sur ce plateau et tous ceux qui m'entendent savent que ça sera comme ça. Et vous aurez donc, chez le haut littoral, parce que les gens vont vous dire que le littoral est cosmopolite, on obtient que nous donnons une prime à ceux qui ne font pas d'efforts que leur région soit cosmopolite. Ça devient quelque chose de mauvais d'être cosmopolite. Parce que quand vous êtes cosmopolite, vous devez prendre la responsabilité de mettre tout le monde dans tout ce que vous faites. Il faut donc lire la nécessité de la composition sociologique comme étant la nécessité de faire apparaître dans ces organes de représentation les communautés autochtones qui composent la sociologie de cette localité. Alors, est-ce comme ça que je termine, s'il te plaît? Non, juste un mot pour dire que c'est comme ça que je perçois l'équité, la tranquillité, ce qui va nous permettre de ne pas reprocher à l'Ouest d'avoir dans son conseil régional seulement les ressortissants de l'Ouest, parce qu'on sait qu'il n'y aura aucun Béti là-bas, il n'y aura aucun Bassa là-bas, il n'y aura aucun Mabéa là-bas. Et pour qu'ils n'en soient pas autrement au littoral, merci beaucoup, je demande de faire au littoral ce qu'on fait par Doit-on comprendre la question de la sociologie dans la composition de ce bureau du conseil régional de la manière présentée par Abel, ou alors tel que cela a toujours été mis en route avec, par exemple, les élections municipales? Moi, je pense que depuis un certain temps, il y a un ensemble de plaintes. S'il y a un ensemble de plaintes, ça veut dire qu'il y a des choses qui dérangent. Et que les personnels politiques ou sociaux incriminés par les plaintes qui existent doivent apprendre à se remettre tout simplement en question. Nous sommes partout au Cameroun, quelqu'un l'a dit, mais nous ne sommes pas chez nous partout, mais c'est important que chacun se sente à l'aise. Mais pour que on sente vraiment que nous sommes dans une dynamique de cohabitation et de cohésion sociale, il ne faut pas qu'il y ait une duperie sociale. Vous parlez de duperie sociale? Oui, parce que si les gens se plaignent, comprendre? Je parle en adulte, je ne veux pas entrer dans les exacerbations, la stigmatisation spécifique des interlocuteurs, des partenaires, des compatriotes, mais chacun se reconnaît dans cela. Il doit, pour qu'on soit exigeant, et c'est là dont le message doit aller, pour qu'on soit exigeant envers les autres, il faut qu'on ait d'abord été capable d'accepter également les exigences que l'on veut imposer aux autres chez soi. Pour qu'on sente équité, pour qu'on sente que vous êtes vous-même juste. Mais vous ne pouvez pas ne pas être tolérant, être démocrate, être sociable chez vous et aller tonner fort chez les autres au nom de la démographie. Non, les gens, ils voient ça. Ils peuvent accepter ça pendant un temps. Mais ils ne peuvent pas rester bornés tout le temps. Vous voyez, on a ce problème aujourd'hui avec la colonisation. Nous disons, nous ne sommes pas colonisés, nous sommes à moitié décolonisés, ainsi de suite. Tu parleras quand tu seras là. Quand tu auras la parole. Vous aurez votre temps de parole. Il y a un compétent, tu dis il y a un compétent. Vous aurez votre temps de parole. Ce n'est pas la peur. Je suis c'est bien habillé, hein. C'est bien habillé. Je le dis, nous ne sommes pas amis, nous sommes adversaires ici. Oui, nous sommes adversaires. Il faut pouvoir le dire. Lorsqu'il s'agit de la colonisation, aujourd'hui nous décrions, nous dénonçons le néocolonialisme, nous revendiquons l'indépendance totale, c'est parce que nous sommes devenus intelligents. Nous sommes allés à leur école. Nous avons pris de la maturité, nous avons pris connaissance et conscience de ce qui existe. Il faut donc que les autres se rendent compte que les autres communautés ont grandi en maturité et qu'elles ne sont plus prêtes à accepter, à la condition, s'ils veulent que les autres communautés acceptent, il faut qu'eux aussi soient dans la même dynamique, la même logique. Alors, en soulevant la question de l'équité, est-ce qu'on ne parle pas, ou on ne met pas davantage en avant la problématique du tribalisme qui semble être aujourd'hui le credo, davantage au moment où on parle de ces régions qui arrivent? L'équité, moi je pense, a toute sa place. Et l'équité, selon mon entendement ici, c'est vraiment permettre à ce que toutes les couches sociales, toutes les tribus, toutes les ethnies ou alors toutes les richesses culturelles du Cameroun puissent s'exprimer chacune dans sa zone de compétence.
Et c'est dans ce sens-là que nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons parlé de fédéralisme communautaire ou alors de régionalisme identitaire. Parce que nous sommes de ceux qui pensent que l'État doit permettre à toutes les communautés d'exprimer au mieux leurs richesses. Nous sommes un État uni mais diversifié. Nous avons une richesse culturelle assez diversifiée qu'il faut mettre en exergue. Et cette mise en exergue-là ne peut passer que par la reconnaissance à ces communautés-là d'un territoire dans lequel elles peuvent au mieux, elles peuvent comment je veux dire, exprimer de la meilleure façon possible leur richesse culturelle. Et dans ce sens, nous sommes également donc pour ceux qui pensent que si il y a des chefferies traditionnelles dans le littoral, il revient aux ressortissants du littoral d'en être des chefs. S'il y a une chefferie traditionnelle à l'ouest, dans le nord, il est normal que ce soit les ressortissants de cette région-là qui en soient les chefs. Pourquoi? Parce que grâce à ce fait, le Sawa, comme M. Zang disait tout à l'heure, aura cette plénitude-là de magnifier au maximum la richesse qu'il a. Ce que au niveau du Ngondo, que ce soit le vestimentaire, que ce soit les personnes issues de cette région-là et qui ont été élevées dans ça peuvent faire. Donc, si on commence à dupliquer aujourd'hui, on va arriver à un niveau où, parce qu'un chef sorti peut-être, je ne sais pas, de l'Est, une personne sortie de l'Est est chef à l'Ouest, il sera difficile pour ces personnes-là, et je sais de quoi je parle, d'être le véritable garant de cette richesse culturelle-là. Même s'il prend le temps de l'apprendre, il y aura cette source-là qui manquera. Donc, pour chuter, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous militons pour ce régionalisme identitaire-là. Non, non, vous n'avez pas, s'il vous plaît. La question semblait vous perturber tout à l'heure lorsque M. Valinda essayait de développer en rassurant qu'on ne parle pas de tribalisme, on parle d'identité. Non, vous savez, c'est quoi le tribalisme, c'est quoi l'identité? C'est un peu comme ce procès qu'on veut faire à l'église de partout, bien ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, la manifestation des Douala, je l'appelle ici, pour la nomination de M. Danko comme chef traditionnel à Ouachadeseke. Le procès qu'on leur faisait de dire qu'ils sont tribalistes. Vous verrez d'abord que tous ceux qui les dansaient les tribalistes viennent tous. Donc, non, en fait, il faut qu'on soit clair, M. Moutomé. Ce pays est à magnifier. J'ai suivi une tribune où quelqu'un me faisait comprendre que parce que Douala a été la première porte d'entrée du Cameroun, c'était le port, c'est la ville industrielle, tout le monde est donc venu, et oui, et comme tout le monde est donc venu, et que comme les Douala sont des feignants, ils ont vendu leur terrain, ils sont allés chez eux, maintenant ils veulent revenir, et puis après. À cette ignominie, moi j'ai répliqué que oui, mais dans tous les pays du monde entier aujourd'hui, ces hauts lieux de finances attirent du monde, mais pour autant, il y a une spécificité à chaque point qui nous reçoit. C'est clair, monsieur. Donc, de votre point de vue, les régions doivent être gérées par qui? Par le fils ou par tout le monde? Les autochtones, et aidés en cela par ceux qui sont venus. La loi est claire. Je comprends cette loi de telle manière que Elie Milobe doit être maire de la ville. Je comprends cette loi que Nathalie Youm doit être maire de la ville. Que Paul Youm doit être maire de la ville. Et que Zang doit l'accompagner. Parce que Zang aussi a vécu à Douala avec lui. Parce que Zang connaît Douala. Parce que Zang peut lui dire que. Et Zang peut lui apporter la richesse culturelle, les connaissances des peuples et quand. Pour que lui, le Douala, fasse de Douala ce que Douala devait. Parce que nous tous nous profitons de Douala. Et non que Zang vienne par des turpitudes, je ne sais comment, devenir le maire de la ville de Douala. Il y a un problème. Il y a un problème, M. Moutomé. Donc, en ce qui me concerne, c'est comme la dernière fois, lors de notre émission ici, j'ai demandé à quelqu'un est-ce que ça peut être chèque. C'est-à-dire, c'est inimaginable d'entendre que Sa Majesté Olamido de Rebouba, Zang Charlie, il a voulu m'expliquer. Je dis que non, mon frère. Pour le moment, non, ce n'est pas possible. Donc, il est clair que j'estime que
comme les maires des villes aujourd'hui sont les enfants de ces différentes villes, et accompagnés à cela par les autres qui les poussent. Parce que n'oubliez pas que j'ai élu Bassadine en tant que conseiller municipal, mais je suis pour autant bêtis. C'est moi qui signe les délibérations, parce que je fais partie de l'organe délibérant. C'est ma participation, c'est ma contribution au développement de la ville de Douala. Est-ce que je dois être maire de la ville parce que je suis né à Douala, grandi à Douala, et que je dois prendre la place de Bassadine? Non. Il faut donc que les uns et les autres comprennent que c'est comme ça que nous allons construire le Cameroun. Que les enfants de Douala, que les enfants de Béa, que les enfants de Kumba reprennent les choses. Et c'est ça qui avait créé le problème dans le Nozo. Parce que vous imaginez qu'on arrive dans un tribunal en plein Kumba. Le greffier, la secrétaire qui vous reçoit, le vigile, jusqu'au premier tribunal, tous ne parlent que français. Si vous comprenez, tous ne parlent que français. Il y a un problème. En ce moment, il y a un problème. Vous allez à l'université de Moya, vous avez à partir du vigile jusqu'au tout le monde ne parle que français. Donc, à un moment donné, les choses ont été écrivées et cela va maintenant au niveau linguistique. Et au niveau culturel, il est clair que le débat actuel, que les Sawa ont eu le courage aujourd'hui de porter vers le haut, c'est un débat qui a toujours eu, qui était sous-jacent et qui aujourd'hui nous fait sortir des réalités qui font en sorte qu'il faut qu'on les prenne en compte et qu'on avance. C'est-à-dire, je me sens très à l'aise dans la ville de Douala. La ville de Douala m'a accepté, a accepté ma famille depuis 3 générations. Mes enfants, ils sont nés d'abord. J'ai fait un enfant avec une fille Bassa. Donc, c'est la seule de Lemino dans le thème de Sawa de la ville. Mais tu n'en as pas fait encore. Donc, en clair, je suis heureux dans cette ville. Je dois accompagner cette ville à être. On va prendre quelques. On va prendre la place. On va prendre quelques SMS tout en saluant tous de nos fidèles téléspectateurs et autres internautes qui nous accompagnent tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, à travers la page Facebook de la télévision du monde, LTM TV officiel. Ils sont très nombreux à nous écrire. Merci à Kelly Rose qui nous a écrit, Bertrand Eboué également qui nous a écrit dans le cadre de ce programme. Ils sont très nombreux à nous écrire. Les messages sont divers et variés. Certains saluent la qualité de la prestation servie par les différents panélistes ce soir. Mais on va également prendre quelques SMS des autres téléspectateurs qui nous écrivent à travers le deuxième point d'accès. Bonsoir au panel. Les régionales doivent se tenir malgré les voix qui se lèvent contre cet agenda. Vraiment, il faut qu'on avance, même si certains s'y opposent. Le peuple est fatigué et ne veut que s'émanciper. Depuis 2018, on ne chante que du présent élu, mais ça a changé quoi? Cela doivent nous laisser tranquilles car la paix permet au peuple de se développer et par ricochet le pays tout entier d'avancer. C'est Renaud de Limbe qui nous a envoyé son message ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Encore une fois de plus, très belle émission avec un beau panel assez diversifié. Pour ma petite contribution, je voudrais rassurer le monsieur Dupuis qu'il se sentent rassurés sur le choix de notre parti. Il sera un homme fort pour la région littorale, un homme d'expérience. La discipline règne chez nous. Nous sommes sereins. C'est l'honorable Eyoum Madiba, député suppléant du Vaury Centre et qui est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un autre message qui nous est parvenu, ils sont très nombreux, des messages, près de 105 messages à 7 heures de la soirée. Bonsoir. Monsieur Nibilobet doit effectivement se concentrer sur les affaires de la capitale économique du Cameroun, Douala, mais au-delà de cela, de la région littorale, c'est Tati Abali, dans le nord-ouest du Cameroun, qui a envoyé ce message. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Limbi a une très bonne connaissance d'après la loi concernant les élections régionales. Le mal est de savoir si son problème actuel a un rapport avec la région de l'ouest qu'il oppose aux autres ressortissants du nord du Cameroun. Arsène Tafo depuis Douala qui nous envoie son message. Très bonne émission, soucieuse des questions d'éthique, d'équité et de justice organisationnelle. Les gens ne doivent pas en abuser ou abuser de l'hospitalité des autres. Très belle analyse de M. Zhang
elle parle, hein, ce téléspectateur parle davantage de l'honnêteté intellectuelle qui doit pouvoir grandir nos peuples des différentes régions. Bonsoir à vous sur le plateau, que certaines tribus comprennent que nous ne sommes plus dupes, à bon entendeur. Salut, c'est Gabi Ndjoko de Yaoundé qui nous envoie son message. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Peut-être, pour être clair, les bêtises ne vont pas chez les nordistes ni chez les Bamlékés, ni les Bamlékés au nord et les bêtises au littoral. Et quoi faire avec les halogènes? C'est Mabouafok depuis Baham qui nous envoie son message, et moi qui suis né à Douala et tous mes enfants avec, donc je ne pourrais pas être régionaliste de Douala. Je suis encore épouse de Douala. Pourquoi dire que tout le monde rentre dans sa région d'origine? C'est une autre question qui nous est posée. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonne émission. Monsieur Gauthier est très cohérent, contrairement à certains d'entre vous sur le plateau. Et puis, je pense que tout le monde a été respecté ce soir. Monsieur Obama qui nous a envoyé son message ce soir. Bonsoir aux panélistes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Faisons attention de réveiller les esprits à un moment donné pour avancer. Il ne faut pas regarder certaines choses parce qu'elles ne rattrapent que la volonté des Occidentaux ou des Occidentaux qui nous ont appris la politique, mais finalement nous avons dompté nos esprits et cela nous rattrape aujourd'hui, raison pour laquelle cette disparité dans la vie politique camerounaise. Bonsoir à vous sur le plateau, particulièrement à M. Abel Limbilobet, c'est vraiment excellent. Monsieur le Président, tous mes respects, maintenant que les petits partis politiques nous ont quitté la scène, il y a lieu de penser que ceux qui ont de la valeur ajoutée pourraient nous accompagner dans le cadre de ces régionales. C'est Joseph qui nous envoie son message. Bonsoir à vous, monsieur Nanina. Je suis en admiration de ce que vous nous dites ce soir. Nordis portera peut-être le pagne à Douala et pourrait même être notable dans les jours à venir. Mojos de Douala qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir, j'ai une question pour le panel. Est-ce normal de se rendre dans sa chefferie et de ne pas pouvoir parler sa langue maternelle parce que le chef est d'ailleurs, ou alors poser le corps d'un chef sur le toit d'un bus pour un enterrement ailleurs? Soyons sérieux, respectons nos coutumes, respectons même nos régions. Pardon. Joël depuis Messassi, dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Alors, autre message qui nous est parvenu. Bonsoir. Ce que dit M. Abel Limbilobet est très pertinent. Moi, je suis d'une CAM. J'irai être quoi dans le système de la région de l'Ouest du Cameroun, par exemple. Monsieur Nyame Aïdeya qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est Monsieur Bello Hamidou depuis Maroua. Pourquoi Monsieur Abel Limbilobet fait-il une fixation avec le peuple des Grassfields? C'est une autre question qui nous est posée. Monsieur Meke de Niala qui nous dit le point de vue de Monsieur Abel Limbilobet sur la question de l'autochtonie est pertinente et particulièrement intéressante pour le devenir de nos collectivités, notamment de nos régions à venir. Bonsoir à tous sur le plateau. Les choses ne seront plus comme avant et les propos d'Abel Limbilobet ont toute leur place. Les régions viendront remettre les pendules à l'heure. Jean depuis Edea qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Enfin, nous voici à quelques encablures des régionales tant attendu des Camerounais sérieux. Ce processus d'achèvement de la décentralisation va dans une certaine mesure sonner le glas à des détournements organisés depuis la pyramide organisationnelle, car le conseil régional, dans les faits, impactera le vécu des locaux. Je vous remercie une fois de plus, M. Moutomé, ainsi que M. Abel Limbilobet, qui ne cesse de nous édifier de ses compétences avérées sur des questions complexes dont souffre le champ politique camerounais. M. Youssouf Mopa, qui nous envoie également son message dans le cadre de ce programme. Nous ne pourrons malheureusement pas pouvoir lire tous les autres SMS. On a déjà lu ce SMS du député suppléant du Vouri central. Il y a pas mal de messages qui continuent d'arriver dans le cadre de ce panel ce soir. Bonsoir à vous. Au-delà des chapelles politiques, tous les fils de la région littorale sont unanimes sur l'importance de la mise en place des régions et de la composition
de la région littorale, malgré le désordre que l'administration soutenue par les élites du RDPC crée. Malheureusement, nous ne savons pas à quelle sauce nous serons mangés, car la loi ne dit pas clairement les moyens pour gérer la région. Elle définit juste les sources et aussi la continuité des services déconcentrés du gouverneur et autres va créer un bicéphalisme. Attendons d'ailleurs de voir, c'est M. Eyoum Paul de l'Union démocratique du Cameroun qui nous envoie également son message ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste pour rappeler à M. Limbi que Sanchou et Keken sont de l'Ouest, socialement peuple Mbo, donc peuple Sawa du littoral. Bonsoir à vous sur le plateau. This debate is very important. It's not because I receive somebody in my house for a long time will make him become the son of the salt of my house. Un bâton dans l'eau ne deviendra jamais un poisson. Monsieur Ebon est depuis Limbe qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Très beau thème, Frédéric Moutomé. Pourquoi c'est dans la région littorale particulièrement qu'on retrouve ces problèmes? Le centre et l'ouest camerounais ne sont tels pas en termes de région, de grandes métropoles qui accueillent aussi tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Chaque Camerounais est autochtone d'une région. Laissez le littoral en paix. Merci à vous, Monsieur Abel Elimbilobé, Henri Ebele depuis Dibombari, qui nous envoie également son message dans le cadre de ce programme. Il nous reste très peu de temps pour la fin de ce programme de ce soir. Et je voudrais, si vous le permettiez, qu'on sorte avec notamment cette mise en garde du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, au moment où le chef de l'État a définitivement lancé le champ d'action autour de ces élections régionales. Permettez que nous puissions commencer avec vous, Fabien. La mise en œuvre ou la mise en garde de Paul Atangandji était-elle nécessaire pour rassurer le déroulement d'un scrutin libre, transparent et crédible? Peut-être oui, s'il a fait cette sortie, c'est vrai qu'il estimait que ça valait la peine. Mais pour nous, au PCRN, nous sommes résolument engagés dans l'élection régionale. Et on se soucie très peu des bruits de couloir, des bruits de bottes des personnes qui ont décidé de se mettre en marche de la République et promettent au Cameroun un ensemble de choses qui se passent dans les têtes, quoi. Donc, nous sommes sereins. Le ministre a fait sa sortie, tant mieux pour lui. Et je pense que nous sommes assis aux premières loges pour voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a une date qui a été annoncée le 22. Je ne sais pas si une date qui a été annoncée, mais toujours est-il que vous, au PCRN, vous avez déjà, on va dire, des acquis en termes de région. En termes de... Ou en termes de délégués départementaux. Acquis, je ne dirais pas comme ça, mais on part pour gagner quand même dans un département. Et c'est vrai qu'avec la configuration actuelle, il n'y a que le RDPC avec son obésité et le PCRN qui ont quasiment, je vais dire 99% de chances de gagner dans un département précis. Le reste, je pense, est en bas. Bon, il y a aussi l'UDC dans le Nord. Donc nous, on va capitaliser sur toutes nos forces et on va aussi essayer d'aller grappiller deux conseillers, 3 conseillers, si et là où ce sera possible. Merci beaucoup à vous. Serge Manina, la sortie de Paul Atangandji était-elle opportune au regard des enjeux de ces élections régionales? Paul Atangandji, quand il sort, il répond à quelqu'un ou bien il fait une conférence de presse juste pour informer le public. Si on a la réponse, vous comprenez que la République doit avancer. La République doit avancer. Il faut que le NOZO cesse de servir de fonds de commerce politique, même lorsque cela n'est pas opportun. Il faut que le code électoral que nous dénonçons tous et dont nous demandons la révision et qu'il soit consensuel, arrête de servir de fonds de commerce politique aux uns aux autres, alors qu'ils ont été candidats et ils ont eu des représentants avec ce code électoral. Nous avons l'habitude de dire que les lois sont mauvaises, mais il est question de les respecter. C'est ce que nous pensons au PUS. Nous disons également que on ne peut pas continuer au nom de l'anarchie. Non, on souhaite que le président Biya parte, que le RDPC quitte le pouvoir
pour que nous gouvernions et nous leur montrions comment on gouverne un pays. Mais nous sommes dans une république dans laquelle tous nos pères fondateurs et tous les autres Camerounais ont institué un mode de dévolution et d'accès au pouvoir. Ce n'est pas un individu qui se lève un matin au gré de ses frustrations, de son mécontentement, de sa colère, de ses intérêts et qui déclare ce qu'il a envie de dire. Moi, je vais vous dire, le bus ira aux élections. Mais avec très peu de conseils municipaux, c'est pas perdu d'avance. Nous avons un projet de société. Vous voyez, il y a un député suppléant qui me reconnaît une pertinence dans mes déclarations. Ça veut dire que si je suis candidat, c'est un potentiel électeur. C'est un potentiel électeur s'il est conseiller municipal. Là-bas, c'est un potentiel électeur qui pourrait m'élire parce qu'il estime que je suis porteur d'une vision positive de la société. C'est de cette société, de ce Cameroun qui doit avancer. C'est ce Cameroun dont on a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de ce Cameroun dans lequel les gens sont dans l'imaginaire perpétuel et dans le culte de la personne. Parce qu'il y a un problème de fond. C'est les mêmes gens qui disent qu'on fait le culte de la personne et de la personnalité ailleurs, qui vénèrent un individu plus que Dieu le Père. D'accord. Ça, disons, pour Tangandji, est dans son rôle en opérant cette sortie, quelques heures seulement après la convocation des collèges électoraux. Demain déjà, les jeunes de tous les bords politiques, PCRN, UDC, plus et tout, vont se retrouver dans la deuxième pour passer un message. Et je dis à cela que demain à 16h, on va le faire tout comme Atangandji l'a fait hier. Atangandji est dans son rôle, ministre de l'administration territoriale. Et son rôle, justement, c'est de rappeler aux uns et aux autres qui essayent tant bien que mal de polluer l'atmosphère politique, de les remettre à l'ordre, de les rappeler à l'ordre, pour leur faire comprendre que voilà ce qui va se passer quand vous allez essayer de faire ce que vous voulez faire là. Il a dit que les compteurs seront remis à zéro pour ceux qui avaient été accompagnés. Il a dit que c'est la prison à vie. Il a même sorti une métaphore en parlant des abeilles. La dernière fois, il a dit ceux qui vont vendre les œufs ne font pas de problème. Donc, Atangandji est dans son rôle. C'est son rôle de mise en situation totale. Et nous, avant qu'Atangandji ne fasse cette sortie, nous avons prévu demain à 16h de nous retrouver pour le faire. C'est tout à fait normal. La rencontre, c'est en perspective des élections régionales. La note est claire. Ce que l'histoire est pourvoyeuse d'exemples et les faits sont sacrés et têtus. Nous avons pris l'exemple de 2008 où certaines personnes ont envoyé les jeunes dans la rue et c'est surtout les jeunes qui ont payé le lourd tribut de ce qui s'est passé. Nous avons donc dit que nous sommes désormais de plus en plus responsables, nous avons des postes politiques et de toutes les obédiences politiques, nous allons nous retrouver demain pour passer un message. Est-ce que vous avez contacté nos leaders? Parce que c'est pas une... En fait, j'aimerais apporter une précision. Le PCRN n'est engagé en rien dans le message. Ce n'est pas la question du soir de toute façon. C'est nécessaire de le préciser parce que les Camerounais nous écoutent. Le PCRN est serein et travaille pour sa participation régionale. Merci beaucoup. Il est engagé en rien. Très rapidement, il y a 30 secondes. Dans un quelconque message porté. Si c'est le cas, ça fera l'objet d'une communication officielle de la part de nos dirigeants. C'est Fabien. Là, ce soir sur le principal. Jean-Charles demain, ce n'est pas le NDPC qui va parler. Non, vous avez parlé des jeunes du PCRN. Je tenais à apporter cette précision. Merci pour la précision. Très rapidement, 30 secondes. Vous verrez des jeunes de votre parti là-bas demain. Merci. Ils ne viennent pas pour votre parti. Merci. On des jeunes. Alors, vous dites des jeunes du PCRN, ça on va sortir avec vous sur cette question de ces élections aujourd'hui. Et pour la Tangandji qui vient un peu, on va dire, adoucir l'esprit de tension qui semblait présager autour de ces élections régionales qui ont été appelées et convoquées par le chef de l'État. Écoutez, M. Kamto a pris sur lui la lourde responsabilité et ses militants avec de dire et de redire pendant plusieurs jours, accompagné en cela par un certain nombre d'organes de presse, que si le président de la République convoquait les élections régionales, il va appeler à une grande mobilisation à l'effet de chasser M. Biya du pouvoir. Ça a été dit.
contrairement à certaines des émissions qui malheureusement ont eu lieu ici, où les gens disent des choses et le lendemain envoient des délégations sur les plateaux pour dire non, c'est pas ce qu'on a dit, on a voulu dire qu'on commence à faire des exégèses, des acrobaties. L'objet de ces manifestations que M. Kamto projette, c'est de chasser le président de la République au pouvoir. Et comme disait Onanena, notre pays a fait le choix de certains mécanismes de dévolution de pouvoir. Nous allons protéger le pays. Nous allons protéger le chef de l'État élu. J'invite donc tous ceux qui ont entendu cette menace et qui ne souhaitent pas que de tels comportements écoulent. Parce que le danger de cette affaire, c'est que ceux qui veulent utiliser cette voie aujourd'hui oublient que la même voie peut être utilisée contre eux demain. C'est ce qui explique les coups d'État à répétition au Mali. Je voudrais dire à tous les jeunes, ceux qui ont été ici ce soir, que je suis émerveillé par l'immensité de leur culture démocratique et même politique. J'aurais souhaité que les jeunes que j'ai l'habitude de voir ici et qui se posent comme des espèces d'esprits rétrogrades s'enrichissent de ce savoir-faire qui est apparu dans cette émission pour dire que ceux qui vont sortir pour aller chasser le président, qu'ils sachent qu'ils tombent sous le coup de l'article 116 du Code pénal. Et j'ajoute, pour terminer, que l'article 276, je vous ai gardé ça pour sortir, du Code général des collectivités territoriales dit que le conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. Il doit notamment assurer la représentation de la population autochtone de la région, des minorités et du genre. Pour dire à notre téléspectateur de Marois, qui me fait le reproche d'une stigmatisation, je lui dis que dans nos coutumes, on a l'habitude de dire que c'est celui qui garde le malade, qui sait comment le malade souffre. Comme tu es au nord, et que dans aucune commune, tu ne vois pas des halogènes qui veulent arracher la place des autochtones de ta région là où tu es, tu ne peux pas comprendre ce que moi je comprends de la maladie qui dérange le littoral. Merci beaucoup, Abel. Mais pour terminer, sache là-bas au nord où tu es que le président de la République a organisé un Sénat avec 10 régions qui se valent. Chaque Sénat a 10 sénateurs. C'est seulement le littoral qui n'a pas ses 10 sénateurs. Merci il en a beaucoup. 8. Et l'Ouest lui en a pris 2. Merci beaucoup à vous, Abel. Merci, s'il vous plaît, Abel. Que tous les Merci députés beaucoup ne sont pas autochtones du littoral et accessoirement avec le centre où une fois On ne de plus, pourra un malheureusement de pas plus faire un dernier de table. au centre. Non. 30 secondes. Je voulais dire, avec votre permission, que le hold-up électoral, on a vu ce que ça a donné. Le boycott, on a vu ce que ça a donné. Les ultimata, on a vu ce que ça a donné. J'espère que le chassement donnera mieux. Merci beaucoup à vous tous, messieurs, d'être venus ce soir. Fabien Bitogol du PCRN, Serge Gauthier-Nanina du PURSA, Charles Elisan du Rassemblement démocratique peuple camerounais qui a passé son coup de gueule en début de cette émission, mais également notre consultant permanent Abel Limbelobe qui a été des nôtres ce soir. Mesdames, messieurs, merci. C'était tout au clair de ce mardi. On espère vous avoir accompagné, vous avoir donné le meilleur à travers la thématique posée sur la table du débat ce soir. Demain, mercredi 21h, nouvelle problématique de vos invités. Bonsoir à toutes et à tous.
très important de vous exprimer.